Salut Géraldine. Bonjour Julien. Comment arrives-tu aujourd'hui émotionnellement et puis dans tes énergies dans ce numéro 15 de Et aller encore une coach avec toi, Géraldine Dufour. On va mieux découvrir ta pratique, on va parler de ce métier de coach sous ton angle, sous ta perspective à toi. Ça va être très riche, le numéro 15 donc de cette série que j'adore. Et donc Géraldine, comment arrives-tu aujourd'hui? Comment tu te sens? Comment je me sens? Je me sens pleine d'émotions, mais c'est complètement normal parce que je suis émotion. Voilà. Donc oui, je le cacherai pas. Je suis un peu émue. C'est pas la chose la plus aisée pour moi de me montrer. Je préfère toujours l'écriture. Euh, voilà. Enfin, oui, c'est pas simple pour moi de parler en public. Enfin, en tout cas, de me montrer. Mais tout va bien. Ça va. C'est un bon exercice Ça va bien se passer. et voilà. Exactement. Et je suis C'est un confiante. super exercice et eh ben génial, c'est un super exercice et je te remercie d'avoir accepté de le faire avec moi, de jouer avec moi à cette interview, à l'échange. Et tu parles de te montrer, mais parler en public, tu le fais déjà beaucoup parce que je te suis moi sur LinkedIn. C'est là qu'on s'est rencontrés. Et tu partages des choses très authentiques, très vulnérables, des grands apprentissages de ton passé, de ta vie. Il y a plein de choses qui se sont passées et j'aimerais qu'on ouvre un peu aussi le champ là-dessus dans notre interview parce que je trouve que moi, cette parole qui se libère et qui témoigne de ce qu'elle a vécu, aide énormément aussi d'autres personnes à mieux comprendre déjà ce qu'elles ressentent et se sentir reconnues. Et je trouve que déjà, waouh, ce pas, moi, pour moi, il est immense. Tout ce que tu as fait, c'est immense déjà de le partager sur les réseaux et donc d'avoir osé le faire. La vidéo et que la petite étape, voilà, souvent, moi, je la trouve même des fois moins difficile par rapport à ce que j'ai pu dire à l'oral, à la voix, qu'une fois que voilà, je peux montrer mon visage, j'ai fait plus grand. Donc déjà, je trouve ça génial et bravo de l'avoir fait. Et puis, dans l'idée, c'est que on va ouvrir ce champ de ton passé avec les cartes. On va parler de ton métier de coach. Tu es accompagnante aussi, tu dis, mais le côté coach, tu vas en parler. Il y a un côté militant pour toi d'utiliser ce terme. Tu accompagnes les personnes neuroatypiques. Mais je vais te laisser la parole et dis-moi justement comment tu vois ce métier aujourd'hui et comment tu te définirais toi aujourd'hui, Géraldine. Vraiment, enfin, je dirais que finalement, peu importe le terme, je pense qu'on a tous cette capacité en nous de prendre soin des vies et prendre soin des vies ça implique plein de choses quoi. C'est accompagner, c'est écouter, c'est ressentir l'autre, voilà. Et pour le coup, j'ai envie de dire, on s'en fout de comment ça s'appelle. On s'en fout du faire. Ce qui compte, c'est l'être en fait, voilà. Et à la limite, j'ai envie de dire, appelez-moi comme vous voulez. Atypique coach parce qu'il fallait une identité, parce qu'il fallait voilà, parce qu'il fallait que oui, il fallait une identité professionnelle, on va dire entre guillemets. Mais en toute authenticité, j'ai envie de dire ouais, appelez-moi comme vous voulez quoi. En tout cas, c'est vraiment ça n'engage que moi, mais et effectivement, oui, en revanche, le terme de coach. Je vais quand même le garder dans le sens où effectivement je sais pas si je peux si je peux parler de ça maintenant, mais tu parlais du côté militant. Vas-y. Alors j'ai fait le choix d'accompagner des personnes neuroatypiques et ou en situation de handicap.
Et pour le coup, je vais donner un exemple, ce sera plus parlant. Quand vous accompagnez Sabine qui a 50 ans, et Sabine qui a juste besoin, parce qu'elle a des parents vieillissants qui vont pas être là encore très longtemps, soyons clairs, et Sabine, elle a 50 ans et elle a juste besoin de se faire confiance, parce que Sabine, elle considère qu'elle est handicapée et que pour le coup, elle est pas capable de faire ses courses seule, qu'elle est pas capable de se faire à manger seule, euh, et, 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 euh, et pour le coup, quand vous accompagnez Sabine et que vous croisez les voisins et qui vous disent bonjour et qui disent ah mais il y a la coach, là vous vous dites ok, tout l'immeuble est au courant que Sabine a une coach, ok très bien. Et en fait le mieux c'est pas ça, c'est quand elle le dit, c'est quand elle dit ben moi j'ai une coach. Et je me suis interrogée là-dessus et je lui ai posé la question. C'était la première à qui je posais la question parce que vraiment ça m'a interpellée. Et sa réponse a été je n'ai été accompagnée que par des éducateurs ou des enseignants ou des maîtresses ou des maîtres. Aujourd'hui, je suis adulte, j'ai 50 ans et aujourd'hui j'ai une coach. Et entre guillemets, ça voulait juste dire entre les lignes comme tout le monde. Comme tout le monde. Tout le monde a une coach. Hein. Enfin, ce que je veux dire, c'est que pour Sabine, les gens normaux entre guillemets, il y a que les gens normaux entre guillemets qui pouvaient avoir une coach. Bah non, Sabine, ça veut juste dire que même les gens normaux entre guillemets ont des difficultés et ont besoin d'être accompagnés. Enfin, je veux dire et que pour le coup, ça remet tout le monde à sa place. Il n'y a pas de gens normaux ou de gens anormaux. Il y a que des êtres humains. Et pour le coup, ok, ben du coup, je suis coach. Pour eux, je suis coach et je le revendique. Et effectivement, la vérité, en toute authenticité, c'est que je ne suis pas allée jusqu'au bout de ma certification de coach et je ne mens pas. Hein, je veux dire, c'est sur LinkedIn, vous regardez ma présentation. Je n'ai pas été jusqu'au bout. Je suis allée jusqu'au praticien PNL. Parce qu'effectivement, je me suis aperçue que comme pour tout, j'étais pas très au clair avec la notion de coaching, cette posture de coaching qu'on me proposait, en tout cas. Donc, ok, eh ben, j'arrête là. Et euh, et, euh, et pour le coup, donc non, clairement, sur le papier, je ne suis pas coach, mais je suis coach. Pour ceux qui viennent vers moi, pour mes voyageurs, je suis coach. Ouais. Donc, ok, très bien, je suis coach. Ah oui, j'aime bien. J'aime bien, tu parles de voyageurs, c'est vrai. On va réouvrir ce terme-là. J'aime bien parce que le côté du voyage, t'es leur guide aussi. Il y a un peu ce côté-là. Et eux, ils sont en déplacement, ils sont dans le mouvement. Ouais, J'avais fait une vidéo là-dessus. Il y a vraiment, on amène nos clients d'un point A à un point B. On les met en mouvement aussi avec leur propre responsabilisation, après, avec leur propre prise de conscience. Et j'aime bien le fait que tu différencies, toi, le côté, ben, c'est vrai que moi, ayant travaillé j'ai fait du podcast pour des adultes en situation de handicap et c'est vrai que c'était des éducateurs. Je me posais pas la question que éducateur, c'est peut-être aussi un peu infantilisant par moment. Et que le côté coach, j'aimais bien ce que toi tu venais ouvrir, dire bah ouais, moi je suis leur coach en fait, c'est comme bah n'importe qui et on a tous besoin, selon moi en tout cas, d'un ou d'une coach pour nous aider sur différents moments de notre vie, que ça soit émotionnellement, que ça soit sur le sport, que ça soit sur l'alimentation, sur tout ce que vous voulez, on peut être aidé par des gens qui ont ces compétences là. Et que j'aime bien ce pas de côté, bah ouais, j'ai une coach, j'ai pas un éducateur et donc tout de suite je prends de la responsabilisation. Je trouvais ça chouette. Et comment du coup tu peux me parler un peu plus de voyageurs et puis de ce côté comment tu travailles avec les éducateurs que tu dois peut-être aussi voir dans le milieu du handicap aussi quoi. Du coup, en fait, moi, ce qui m'a amené à créer Atypi Coach. Alors, je voudrais pas qu'on soit bien d'accord. Je ne juge personne. Tout le monde a sa place et il y a aucun souci là-dessus. En revanche,
ça fait partie de ma personnalité. Je suis pas quelqu'un de très institutionnel entre guillemets. Je discute tout, donc c'est compliqué. C'est compliqué pour moi de rentrer dans le moule sans discuter. Enfin, mon histoire parle pour moi. Je l'ai suffisamment fait et, euh, et pour le coup, donc je discute tout. Alors, parce que moi-même, j'irai plus facilement vers quelqu'un qui doute que vers quelqu'un qui est sûr de tout, en fait. Donc, et puis c'est comme ça. Et du coup, je rentrais pas dans le moule, quoi. J'ai travaillé en ESAT et ce que je voyais, ce à quoi j'assistais au quotidien, ce validisme, le fait de toujours comparer à la norme et que moi, même la norme, enfin surtout la norme, c'est quoi la norme, quoi. Je respecte les règles, en revanche, les normes, ouais. J'ai beaucoup de mal. Enfin, tout est à discuter pour moi. Rien n'est sûr et certain. Et voilà. Et pour le coup, voilà, j'assistais quotidiennement à ce validisme, au fait où on sent ce truc où, sous couvert de bienveillance, en revanche, il y a quelque part ce mépris déguisé, quoi. Ce truc. Et c'est pas pour mal faire, hein, vraiment. C'est ce truc où oh waouh, enfin, j'ai des exemples comme ça, j'en ai des milliers, mais un truc tout bête, c'est Lohan qui va dire non mais Géraldine, quand même cette situation elle est malaisante. Ok, moi malaisante. Je dis mais génial ce mot, mais je vais le réutiliser, je trouve. Enfin malaisante quoi, c'est pas un mot que t'entends, voilà. Et t'as un éduc qui va passer et puis qui va entendre. Et qui va s'arrêter puis qui va dire oh, Lohan, mais vous avez dit quoi? Malaisante? Non mais alors là Lohan vraiment non mais de quoi? Enfin parce qu'il est Lohan parce qu'il a des difficultés on va dire il peut pas employer des mots et c'est quotidien et c'est pas pour mal faire. En revanche, moi, ça m'atteint. Et je m'apercevais bien qu'à longueur, enfin, ça m'atteignait, quoi. Et puis c'est pareil, puis les retours. C'est-à-dire que moi, je suis authentique, donc ils le sont, ils l'étaient vraiment avec moi aussi. Et les retours, quoi, de dire, mais elle est sérieuse ou quoi parce que moi, je peux pas dire malaisant. Et en fait, on avait les mêmes ressentis, quoi. Et à chaque fois, moi, ça me blesse, quoi. Et même si j'entends tout le monde et que je comprends tout le monde et que c'est pas possible. Et du coup, je calais pas avec. J'étais complètement, encore une fois, quoi, à contre-courant. Hein, parce que pour le coup, j'étais celle, moi, en revanche, qui allait dire, j'accompagne avec le cœur. J'accompagne l'être humain avant tout. Le handicap, ouais, ok, sauf que si on enlève le handicap de naissance, le handicap, moi, de ce que j'ai vu, il y a quand même une grosse part de ce qu'on considère comme du handicap qui est causé par la société, par par notre regard, ce que je veux dire, c'est que, moi, ce mot handicap, pour moi, c'est des difficultés, quoi. Euh, et euh, et euh, et je vois, j'accompagne pas le handicap, j'accompagne l'humain. J'accompagne l'humain avec ses difficultés et pour moi les difficultés sont pas un handicap, c'est nous qui en faisons un handicap. Parce qu'on n'est pas adapté, parce que notre société aujourd'hui n'est pas suffisamment ouverte et accueillante et digne et digne et euh, et euh, et franchement, moi, je pense que c'est ça cette différence, c'est que j'accompagne dans la dignité, quoi. C'est ce qui fait notre humanité. Et effectivement, je me perds. Hein, ça fait partie de ma personnalité. Je m'excuse. Mais du coup, et du coup, effectivement, c'est en ça où je suis atypique, c'est-à-dire que je revendique le fait que j'accompagne avec ma puissance d'amour et de vie avant tout.
et et que j'aime. Et que j'avais pas de mal à dire à un de en revanche, enfin parce que du coup j'étais chef d'équipe dans cet ESAT, c'est-à-dire que j'accompagnais un atelier de 15 à 20 personnes, de 15 à 20 travailleurs, et ben j'étais la seule de tous les moniteurs d'atelier de l'entreprise qu'on appelait chef. Et tout va bien avec ça. J'étais la chef. Chaque équipe doit avoir une chef, un meneur, un guide, et tout va bien. Ça plaisait pas à tout le monde, mais j'étais aussi la seule monitrice d'atelier à dire que moi je n'accompagnais pas. Enfin, je travaillais avec mon équipe, c'est-à-dire qu'on bossait ensemble. C'était mes collègues, et ça aussi c'est pas possible. C'est pas possible. Tu ne peux pas, quand tu es moniteur d'atelier, quand tu es dans l'encadrement, tu ne peux pas dire que ces personnes en situation de handicap, c'est pour employer les termes, hein, sont tes collègues. C'est pas possible. Bah si. Et ce qui impliquait aussi que, bah comme je suis quelqu'un qui assume, ce qui impliquait aussi que quand j'avais un de mes collègues qui était en vrac avec des troubles psy ou quoi, qui était en crise, pas bien ce jour-là, bah j'avais pas de mal non plus à dire ok viens dans mon bureau, et si je sentais que c'était ça qu'il fallait, bah de le prendre dans mes bras, de le serrer très fort et de dire ok tout va bien, tu poses, je reçois, tout va bien, je suis là, et de poser les choses quoi. Et ça c'est pas possible parce qu'il faut pas toucher, il faut pas toucher, il faut pas aimer. Le retour que j'avais, c'est il faut pas créer la dépendance. Et moi, j'ai jamais cru que trop d'amour pouvait nuire. Je pense que ça, c'est que on est là-dedans. Hein, c'est accompagner l'émotion. Hein. Et tu t'es senti du coup, c'était contraignant pour toi de pas pouvoir rester dans ce milieu et être parce que là, direct, moi, je pense au côté, bah, t'accompagnes l'individu que tu vas voir en plus basse énergie ou autre, tu vas vouloir, voilà, que cette harmonie règne dans cette équipe, mais on te permettait pas dans ce cadre de pouvoir faire ça, d'être connecté à ton cœur, d'être dans l'amour et que c'était trop codifié du fait du handicap en fait, ou un peu contraint du fait du handicap, selon ceux qui avaient mis en place cette manière de gérer. Ben du coup en fait j'ai pas mal quand même aussi j'avoue que vraiment c'est ce qui m'a décidé concrètement à partir en formation et à me dire ok je vais faire ça quoi, je vais faire mes avec ma méthode, je vais le faire avec qui je suis. Okay. Et je l'assume. Je suis quand même allée jusqu'à démissionner parce qu'on n'a pas voulu enfin voilà, hein, la direction n'a pas voulu me donner de coup de main. Clairement, j'ai pas été aidée, hein, sachant qu'en plus, je suis moi-même en situation de handicap. Enfin, je veux dire, voilà, j'ai pas été aidée. Hein. Donc, ok, j'ai démissionné et je n'ai pas eu le droit au chômage. Donc il fallait quand même, fallait y aller. Hein. Alors j'ai la chance, je suis mariée, hein, je ne suis pas seule, donc effectivement. Mais ok, donc j'ai démissionné et je suis partie en formation et j'ai démissionné quand même. Enfin, ça a été douloureux. Hein. Les derniers jours, j'ai été, alors je devrais peut-être pas le dire, mais j'ai été limite menacée par la direction. Enfin, c'était, je pense que voilà. Mais j'ai tenu bon. En revanche, voilà, je suis partie et le dernier jour, j'avais tout le monde devant mon bureau juste avant que je m'en aille. Je ne savais plus quoi faire de toutes les fleurs qui. Je savais plus quoi faire de tout ce qu'émotionnellement on m'a donné dans cette journée. Enfin, c'était. Et j'ai pris parce que effectivement toute la journée j'ai entendu que je le méritais et en fait je me suis retrouvée devant la porte de mon bureau juste avant de partir
et avec une file. Parce qu'en fait, bon, voilà, je suis la chef qui faisait des câlins et donc voilà. Et j'ai eu une de mes idoles, c'est Ama. Alors je sais pas si vous connaissez Ama. Tu peux en parler un peu, ouais. Et sa puissance, c'est la puissance d'amour et sa façon de le transmettre, c'est le câlin. Donc en fait, elle prend les gens dans ses bras. Elle a pris des millions de gens dans ses bras. Et moi, depuis très tôt, je me suis sentie Ama quand même. Ce truc de dire, ok, je vous protège. Enfin, et puis voilà, on y va, on est ensemble et voilà. Et pour le coup, ben, juste avant de partir et je regarde et je suis devant mon bureau et j'ai jamais autant pleuré que cette journée-là. Pourtant, je pleure beaucoup. Et je me retrouve avec une file incroyable de gens, de personnes, de tous les ateliers, même mes collègues avec qui pourtant voilà, et qui restaient en dehors de la file. Et je prenais tout le monde dans mes bras comme ça, juste tout le monde voulait un câlin, pas d'Ama mais de Géraldine. Et c'est là où tu dis je suis peut-être pas si déconnante quoi. Et si eux ils y croient, ben je m'en tape. Ben entre guillemets les normaux, pensez ce que vous voulez. Je veux dire. Eux, c'est moi. Enfin, c'est moi qui considère comme magique. Et ben, ok, très bien, quoi. Parce que je suis là pour eux finalement. C'est eux que j'ai choisi d'accompagner. Donc, et pour le coup, voilà, j'ai fait des câlins, des câlins, des câlins, et c'était juste. Et de voir qu'en fait, tous mes collègues, jusqu'à la direction, à dire, ben merde, putain, on est un peu. Je suis désolée, je suis aussi ça. On est un peu con. Je suis un peu vulgaire des fois, mais on fait un peu, bah ok, on y va aussi. Et en fait, de se dire, ils sont rentrés dans la file et je me mets à faire des câlins à tout le monde et dire, ok, dans le modèle du monde, je respecte le modèle du monde de chacun. Et moi aussi, j'ai pas été émotionnellement, j'étais pas au top. Hein. Ce que je veux dire, c'est que je peux comprendre que en face, ils puissent se dire, wow, attends, la nana déjà, elle chiale pour le moindre truc. Dès que tu lui parles, elle se met à trembler. Tu vois trop d'émotions tue l'émotion en fait. Si tu montres trop d'émotions, ça te dessert en fait. Et je peux comprendre aussi qu'à ce moment-là, il se soit dit, est-ce qu'ils sont franchement en sécurité avec une nana comme ça, quoi? Est-ce que finalement, où elle les emmène, quoi? Parce que c'est bien de tous les aimer, mais une fois qu'elle va partir, on fait quoi en plus, quoi? Parce que nous, on va pas les prendre dans les bras. Hein. Il y a un moment, enfin, il y a tout ça aussi qu'il fallait. Donc du coup, j'ai envie de dire, c'est aussi le fait que moi, je rentre pas dans le moule et que j'accepte pas de me prendre des coups de pied. Après, j'ai fait ce choix-là, mais dans le modèle du monde de chacun, dans leur modèle du monde à eux, tout va bien. Enfin, j'ai envie de dire, moi j'ai fait ce chemin. J'espère qu'après ils l'ont fait aussi. Et je m'aperçois qu'ils cheminent. J'ai des retours qui me disent que finalement j'étais pas si déconnante. Mais voilà. Oui, peut-être un peu en avance, on va dire, dans certaines situations, mais complètement aligné à l'énergie de l'amour, à l'énergie du cœur. Ouais. Et que pour certains, c'est tellement genre inconcevable. Et c'est vrai que l'émotion peut faire... Ouais. Et l'émotion peut faire peur aussi, parce que c'est ok de rire en public, mais de pleurer, ça l'est pas. Alors que c'est une émotion. Et de trembler ou d'être mal à l'aise, bah ouais, c'est une émotion. On vient les catégoriser alors que c'est des émotions et que c'est hyper important qu'elles circulent justement au lieu de les retenir et de les bloquer. Et bah c'est déjà très chouette ce partage-là que tu viens de nous faire. Et j'aimerais que revenir un petit peu en amont avec les cartes pour savoir un petit peu, ouvrir une fenêtre sur ton passé et que tu nous expliques un peu comment t'en es arrivé à ce que tu fais aujourd'hui par cette fenêtre du passé. En tout cas, ce que les cartes vont venir t'indiquer et on va voir ce qu'elles nous réservent. Et tu vas choisir entre une photo, un mot ou une question. Qu'est-ce que tu préfères, Géraldine ? Une photo. Allez, et tu la décriras pour ceux qui écoutent juste
le podcast. Je mélange les cartes. Chère carte, merci de nous ouvrir une fenêtre sur le passé de Géraldine. Et tu vas me dire stop quand tu veux. Je passe mon doigt devant les cartes. C'est parti. Stop. Ok. Alors, eh ben, Ah, tu vas me j'adore. dire ce que tu vois. Ok. Oui. Alors, si je vois bien, je vois une dame assez âgée à une fenêtre, non? Mhm. Ouais, Euh, avec des pigeons. avec des pigeons sur le rebord de la fenêtre. Ok. Alors, on ouvre le champ de ton passé. Qu'est-ce que cette vieille dame veut dire de toi? Alors là, tout de suite, je dirais, euh, je dirais que je l'ai en moi et que cette vieille dame, je l'ai en moi et que je l'ai senti très vite. Et et euh, et c'est marrant parce que d'ailleurs, je suis en train de me dire que depuis toute petite, en fait, c'est celle que je ressentais le plus que la petite fille. Euh, Ok. en, Qu'est-ce qu'elle représente pour toi, cette vieille dame? une vieille âme. Hmm. Pour moi, c'est la vieille âme. C'est euh, c'est là typiquement aujourd'hui, on discute tous les deux. J'ai fait un tel chemin. J'ai fait un tel voyage intérieur et qui est pas fini. Hein, Entendu. qui est voilà. J'ai fait un tel voyage intérieur que voilà. Aujourd'hui, vous pouvez vous dire que celles que vous entendez. Enfin voilà, vous les avez toutes, mais quand je dis vous les avez toutes, vous avez la petite fille, vous avez la femme de 45 ans, mais vous avez aussi la vieille, vous avez aussi la vieille âme, et et aujourd'hui elle cohabite vachement bien. Je me dis, enfin ouais, elles sont toutes là quoi. Ouais, aujourd'hui, voilà, je peux dire que je suis toute là. Et on est et en même temps, tu vois, j'ai eu une hésitation quand je disais aussi la femme, et en fait, j'ai envie de dire l'homme aussi, parce Hmm. que dans mon parcours, j'ai tout été. Hein. Alors dire ça, c'est ce qui veut pas dire que concrètement que j'ai eu un pénis, pas du tout. Hein. En revanche, mon âme a tout été. Euh, je sais ce que ça fait d'être un homme. Alors ça, ça va être difficile à expliquer, mais je sais ce que ça fait d'être un homme. Je sais ce que ça fait d'être une femme. Et j'ai envie de dire. D'ailleurs, ça résonne avec un post que tu as fait ce matin sur le yin et le yang où tu disais que, on va dire, tes voyageurs à toi venaient vers toi plus pour ce côté yang. Et ben moi c'est le contraire. Voilà. Et ben encore une fois, je vais pas être dans les clous, mais moi c'est le contraire. Aujourd'hui à 45 ans, là je pars à la recherche de ma féminité. Plus que voilà. Euh, de ma puissance plus que de ma force. J'ai utilisé ma force, donc
ma masculinité, on va dire, jusque mon énergie masculine jusqu'à il y a Ton yang, encore pas ouais. très longtemps. Et aujourd'hui, j'ai compris que il fallait que je travaille ma puissance. Et la puissance, c'est féminin. Et et c'est pour le coup et voilà. Et aujourd'hui, c'est pour ça que je suis une inconditionnelle de la puissance de vie et d'amour, mais pas de la force de vie et d'amour. Aujourd'hui, oui, ouais, enfin, je m'éloigne. Hein. Je sais pas si en fait on arrive à ce que tu voulais. Vas-y. Vas-y, moi j'aime bien quand c'est ouvert le champ. Et puis je prends, je récupère, je vois. On est là, on est au service de ce qui vient, donc t'inquiète. Euh, je suis pas une voyageuse facile. Hein. J'ai un GPS un peu aléatoire. Oui, en Mais si, fait. justement, t'incarnes très bien, je trouve, la voyageuse qui peut être là sous cette étiquette d'interviewée. Parce que justement, tu me fais voyager et tu nous fais voyager, auditrices et auditeurs aussi, voilà, dans ton univers aussi. Et tout n'est pas linéaire, cadré avec un point A, un point Ah B. oui. Non, au Ah contraire, bah c'est oui. chouette d'être emmené par ce qui vient. Et on est là aussi pour danser avec le vivant et avec ce qui s'exprime. Donc, moi, j'adore, quoi. Et du coup, enfin voilà. Et donc, oui, mon passé, c'est tout ça, quoi. Et je pense que on en revient aussi au fait que j'ai toujours été, enfin, aujourd'hui, je le sais, donc je vais le dire. C'est peut-être moi qui, enfin, il y a encore pas si longtemps, j'avais peur de dire des choses comme ça sur moi parce que je voulais pas manquer d'humilité, je voulais pas que les gens croient que aujourd'hui, je l'assume parce que j'ai traversé les flammes et que j'y suis allée pour le dire. Je suis allée voir vraiment et aujourd'hui, je sais que c'est pour ça que je suis là en fait. J'ai toujours été un guide. Euh, Malgré moi, enfin voilà, je sais que je suis née pour ça en fait. En tout cas déjà par mes parents. Enfin c'est ce qu'ils ont fait de moi très tôt, c'est-à-dire j'ai été le remède. Euh, ouais, j'ai été le remède. J'ai été, oui, on a fait de moi un petit soldat. Hein, c'était pas ce qu'on promet. Enfin, c'est pas ce qu'on promet, je crois, en donnant la vie, mais en tout cas, c'est ce qu'ils ont fait de moi. J'étais, ouais, j'ai accompagné très tôt mon père maniaco-dépressif à l'époque. On savait pas trop, mais et toxico. Et j'étais le remède. Je lui massais le dos pendant des heures, je lui faisais des câlins. Ma mère a lâché le truc vite fait. C'était au-delà. Elle pensait pas que la tâche allait être aussi compliquée. Et du coup, c'était tout trouvé. J'étais là. Et et du coup, j'ai été ce qu'on a fait de moi en fait. Et je me suis aperçu qu'en fait, j'ai fait ça toute ma vie. Hein. Euh, Et je pense que c'était écrit, hein. Mais je suis là pour ça. De toute façon, c'est même pas je pense, je le sais. Je suis là pour ça. Et, euh, et si le parcours a été aussi hmm, aussi, j'ai toujours enfin douloureux, oui. Ouais, particulier quoi. Euh, Pas c'est que c'était comme ça. Enfin, il fallait quand je vois tout ce que je découvre aujourd'hui sur ce que je suis, les retours, la vie, les signes, c'est pas déconnant. J'accepte. Je veux dire, finalement, je porte vraiment dignement mes cicatrices et mon histoire, et même dans ce qu'il y a de plus de plus noir, hein, parce que je ne suis pas qu'amour, hein, non plus. Hein, ouais, il y a eu
Ouais, je porte tout ça avec dignité. Euh, il fallait que j'en passe par là. Voilà. Pour comprendre ce que j'ai compris aujourd'hui et pour pouvoir aider les gens et les accompagner comme je le fais aujourd'hui, vraiment avec cette concrètement, les voyageurs qui viennent jusqu'à moi, les personnes qui viennent jusqu'à moi, savent qu'elles peuvent se mettre à poil, tout va bien. Il y aura jamais un regard désapprobateur ou un regard qui va dire oh t'es dégueulasse ou un regard qui va dire ou même une émotion mais même pas une once de jugement. C'est-à-dire que vraiment je alors je sais pas si c'est un don ou pas hein, mais j'ai pas ce truc hein. J'ai pas ce truc qui va cette barrière ou ce truc où je me dis ouais non là je peux pas c'est trop non enfin, euh, je considère que l'autre c'est moi et que alors ce qui veut pas dire que j'excuse tout hein. Il y a vraiment des trucs faut quand même le dire hein, j'excuse pas tout il y a des gens qui font vraiment des trucs dégueulasses soyons clairs hein. En revanche j'essaye toujours de comprendre et de me dire que personne n'est bon, moins bon, on est tous le bien et le mal et de dire aussi que on est tous des êtres humains avant tout et que personne n'est dans la tête de l'autre pour savoir ce qui s'y passe. Et personne n'est dans la mienne non plus, hein. J'ai beau prôner l'amour et accompagner et faire des câlins quand il le faut, personne ne sait dans ma tête s'il n'y a pas des fois j'ai pas envie de tuer quelqu'un ou enfin et tout va bien enfin ce que je veux dire c'est que je pense que ce qui est important c'est d'accueillir en se disant ok l'autre c'est moi quoi et que même s'il est dans le mal et que même si ce qu'il me dit c'est difficile et que même si ça m'atteint on fait jamais du mal si on te l'a pas appris. À la base, on arrive tous ici, on est pur, sain et tout va bien. Donc si tu en arrives à ce stade-là, c'est qu'il y a un moment, on t'a appris, on t'a sali, on t'a fait du mal. Donc d'ailleurs, je reviens à un truc. J'ai eu une anecdote comme ça où très petite, je me suis interrogée et j'ai le souvenir que on était devant la tombe d'une de mes grand-mères. J'étais gamine avec mon père et ma grand-mère qui avait fait vraiment enfin mon père m'a pas fait du mal par hasard non plus hein, parce que lui-même ça c'est voilà et ma grand-mère était quelqu'un quand même qui a fait des trucs qui étaient dans le mal hein, soyons clairs. Et là je dis à mon père tu sais papa j'ai réfléchi à un truc on y va tous au paradis hein. Et là il me regarde et il me dit et je lui dis bah oui je lui dis parce que papa regarde pour qu'on t'ait fait du mal, pour que tu fasses du mal, faut qu'on t'ait fait du mal, papa. Alors du coup, on mérite tous d'aller au paradis. Il n'y a pas d'enfer. Et j'avais ce truc. Et finalement, le truc que tu sors, t'es gamine, t'as 10 ans, mais en fait, finalement, mais c'est d'une vérité absolue. Hein. C'est de dire, ouais. Et même ceux qui ont fait le pire, j'ai envie de dire, qu'est-ce qu'on leur a fait, quoi. Alors ça excuse pas tout. Je n'excuse pas, hein, en revanche. Euh, je comprends. J'essaye de comprendre. J'accueille. Et dans le non-jugement. C'est très juste ce que tu dis. Ouais. J'aime beaucoup ça, effectivement, c'est qu'on t'a forcément appris à faire du mal, en fait. C'est donc tu l'as reçu, tu l'as vécu dans ton enfance et que c'est nous, innés, on arrive avec que de l'amour, en fait, en nous. Effectivement, on voit les enfants, on voit et après, ça n'excuse pas, mais on peut mieux comprendre et du coup, voilà, prendre cette part un peu là de pas de côté et ne pas juger, essayer d'être un peu plus dans le lien et dire que l'autre c'est aussi moi et c'est aussi les parts d'ombre que j'ai en moi que je vois pas forcément voir et qui sont bien présentes et je serais curieuse, alors après si tu l'acceptes de partager, je serais curieux de savoir si, tu vois, le yin-yang se mélange moi aussi. Ok, ça me va. Moi aussi. Mais moi aussi, ça me va. Moi, Finalement, je viens de t'apprendre un truc, c'est peut-être ça que je viens chercher. Hein.
chez toi, tu vois bien. Peut-être. Alors c'est très intéressant parce que je sais que moi j'ai eu des vies antérieures, des vies de femmes. Et que ça m'avait vraiment passionné justement ce qu'on m'avait raconté dans des soins akashiques, les soins où on va voir les vies antérieures pour ceux qui connaissent pas. Je vous invite à en faire, c'est génial. Et il y a aussi moi, tu vois, dans cette vie-là, il y a vraiment et surtout dans la période actuelle, et c'est aussi pour ça que j'écris sur le yang, sur le yin. Moi, il y a ce masculin, c'est en tout cas cette force de positionnement, d'accepter d'être dans le courage, prendre la parole en public, de montrer ma vulnérabilité, qui est plus des énergies de yin, mais tout en ayant le yang qui tient la frontière si on vient un peu l'utiliser ou qu'on veut me nuire par rapport à ça, j'ai la confiance. Et ça, c'est ces deux énergies que je suis en train de vraiment recontacter. Vraiment mon yang de l'action aussi. Avant, je faisais jamais les choses. Je galérais à être régulier, à créer du contenu ou à faire des choses qui me rendaient heureux. Et ça, c'est aussi cette action, c'est cette expansion du yang que je viens recontacter vraiment dans cette vie. Donc, je pense que je me trouve, en tout cas, bien aligné. On verra par la suite. Mais moi, j'aimerais bien que tu me partages, parce que on en a parlé avant en off, de vraiment des grandes étapes que tu as traversées pour en arriver comme tu es là aujourd'hui. Enfin, ton parcours est assez atypique et fort, et je trouve que c'est très beau aussi de partager ce que tu as traversé, et tu l'as fait dans des posts LinkedIn, mais si tu l'acceptes aussi de partager un peu ces grandes étapes qui t'ont construite, même si elles ont été sur le moment difficiles, vraiment. Ouais, bah du coup aujourd'hui j'ai eu une enfance traumatique. Euh, euh, alors, j'en veux pas à mes parents dans le sens où vraiment ils pensaient pas mal faire. Hein. Ils l'ont pas fait de manière malsaine. Enfin, aujourd'hui je le sais. Mais oui, j'ai eu des parents défaillants. Du coup, j'ai grandi dans l'insécurité. J'ai grandi. Euh, j'ai dû me construire une armure très tôt. Euh, j'ai grandi avec une mère qui m'a fait porter tout ce qu'elle n'avait pas résolu elle. C'est-à-dire que je suis arrivée avec une mère qui s'interrogeait quand elle m'avait dans le ventre sur déjà est-ce que au vu de l'état de mon père, de l'état de la relation, est-ce que déjà elle faisait pas une connerie, qui avait déjà peur avant que j'arrive. Mais j'étais déjà dans le ventre et du coup elle s'est peut-être interrogée un peu tard. Mais sans jugement, je veux dire voilà. Et pour le coup, j'ai une mère qui a super mal vécu le fait d'être obèse. Clairement, qu'elle était grosse et elle l'a super mal vécu. Et qui a décidé un jour, justement pour que mon père l'aime, qu'elle allait maigrir. Elle a réussi. Et en gros, elle s'est fait une promesse. Elle s'est fait une promesse et je pense qu'elle l'a faite à l'univers aussi en disant que si un jour elle avait une fille, elle ne serait jamais grosse. Ok. Sauf que sa prière a été entendue. Enfin, elle a été entendue, mais c'est l'univers comprend. C'est comme le cerveau comprend pas la négation. Elle ne sera pas grosse. Et ben voilà, ce qui devait arriver, c'est-à-dire que j'ai commencé à grossir. Mon père était super instable, c'est moi qui m'en suis occupé très vite, elle m'a vite laissé un lien très fort s'est noué entre mon père et moi. Et en fait voilà, enfin en gros, et j'ai commencé à grossir, j'avais 8 ans quand mon frère est arrivé. Ma mère a posé tout son amour sur mon frère et moi. Donc en fait, voilà, j'ai été élevée par mon père et ma mère a élevé mon frère. Et pour le coup, j'ai commencé à grossir, oui, à me bâtir une armure, hein, parce qu'il fallait que je me protège de tout ce qui se passait autour. Et donc j'ai commencé à grossir et c'est là que les emmerdes commencent parce que pour le coup, son leitmotiv sera que je maigrisse à tout prix et tout sera à cette condition.
Donc, tes parents qui sont quand même censés t'aimer inconditionnellement, qui sont vraiment ceux qui sont censés n'attendre de te donner leur amour sans rien attendre. En revanche, normalement, je sais pas, et ben là pour le coup, moi, tout était à condition de, c'est-à-dire que ma mère c'était à condition que je maigrisse et mon père à condition que je le soigne. Et du coup voilà, je me suis bâti une armure, donc il a fallu que je gère ça, c'est-à-dire le poids qui augmentait et les moqueries et ces remarques, de la maltraitance, hein, parce que ça allait très loin et c'était quotidien. Et pas qu'elle, hein, je veux dire l'entourage, parce qu'ils pensaient que vraiment j'allais avoir ce déclic, donc il pouvait aller très loin. Ça pouvait aller vraiment très très loin. Et pour le coup, moi, j'ai pas maigri, hein, clairement, j'ai fait tous les régimes possibles et imaginables. Voilà. Ensuite, et en fait, le constat, c'est que j'ai pas du tout été accompagnée émotionnellement. Donc j'ai tout vécu émotionnellement et je me suis démerdée toute seule, quoi, très vite. J'ai commencé à lire Freud, j'avais 9-10 ans, pour essayer de comprendre ce qui se passait autour, quoi. Sauf que moi, pour survivre, soyons clairs, et moi, je me suis blindée de mes émotions. Et comme je me suis coupée de mon corps, parce que je ne supportais pas mon corps n'était qu'une armure, il n'existait plus et je suis restée dans ma tête. J'ai analysé tout, voilà. Mais finalement, pour les autres, pas pour moi. Moi, mon objectif, c'était ne ressens rien, coupe-toi de tout. Et c'est le seul moyen de survivre, ne plus ressentir. Et puis, j'avais rien le droit de dire aussi. Il fallait pas que je me plaigne, hein. J'avais d'un côté mon père blindé de tatouages et qu'on a un qui est super gros. C'est une image, mais c'est une croix avec des marches comme ça. Et en gros, c'est écrit dessous. Ça a été un traumatisme énorme dans mon enfance, ce tatouage. Souffre et tais-toi, quoi. Et c'était ça. Il fallait pas que je me plaigne. Blinde-toi. Et j'avais lui de son côté qui me disait oh. Toi, en gros, t'as mes couilles, hein. Toi, voilà. Donc voilà, c'était le côté mal, hein. J'étais, voilà, fallait que je sois costaud. Et d'un autre côté, ma mère, et d'un autre côté, ma mère, qui accompagnait rien de moi, quoi. Qu'il fallait que je maigrisse et j'aurais tout ce que je veux, son amour, surtout son amour. Mais d'abord, fallait que je maigrisse. Donc en gros, bah, tu te démerdes toute seule, quoi. Tu te coupes de tout ça pour pas avoir à revivre toutes ces émotions de merde qui te font mal. Mais sur le coup, tu t'en rends pas compte. Alors en fait, tu te construis d'autres vérités, quoi. Ouais, tu te démerdes, quoi. Tu bricoles. Et ça m'a permis de survivre, sauf que t'arrives à 40 ans, enfin même pas, non, non, sauf que j'arrive à 29 ans. C'est le gros coup dans la gueule. Euh, et on t'annonce que t'as un cancer, alors que t'es aide-soignante en soins palliatifs et que des gens qui ont le cancer en phase terminale tournent la campagne toute la journée. Et on t'annonce que c'est un cancer, c'est du jamais vu à l'âge que t'as, encore moins pour une femme, c'est un cancer masculin. Que c'est un truc de dingue, que tu rentres pas dans les cases. Donc premier gros couac, quoi. Et ce qui est surprenant, c'est la façon dont je réagis, quoi. C'est-à-dire que sur le coup, t'as le monde qui s'effondre vraiment quand on dit le sol se dérobe. Ok, ouais, le sol s'est dérobé quand on me l'a annoncé. Et en même temps, c'est 1 heure après d'avoir déjà tout monté dans ta tête. Ok, à rentrer et à dire à ton mari, bon bah ok, t'es pas obligé de rester avec moi, tout va bien. Je sais pas dans quel état je vais être. T'es pas obligé de subir ça. Je peux me démerder toute seule, tout va bien. En revanche, si tu restes, quoi. Mais tu me fais pas porter ça, c'est mon combat. Tout
papa. Et et euh, et voilà, et en gros, premier cancer, je finis avec un morceau de langue en moins. Je peux plus parler, je peux plus manger, je peux plus boire. Euh, et là, je comprends pas sur le coup. Je me dis ouais bon, ouais ok, j'ai peut-être un peu trop fait la chouille quand j'étais jeune. Et même les médecins me disent mais non non non, putain mais c'est hallucinant, c'est pas possible. Et puis t'apercevoir que je récupère mais de manière incroyable. Ça aussi c'est du jamais vu. Je suis resté une semaine à l'hôpital. J'aurais dû avoir une greffe de langue. On décide au dernier entretien que du coup je fais le choix de pas avoir de greffe en se disant ok on va voir comment je récupère et sinon on me réopérera. Et pour le coup on m'enlève 40% de la langue et je n'ai aucune séquelle. Je reparle comme avant. L'orthophoniste se demande comment c'est possible. Enfin, la cicatrisation c'est hors norme. 7 jours après, je devais rester plus d'1 mois à l'hôpital. 7 jours après, je ressors de l'hôpital, je remange. Avec une langue qui voilà, je reparle et même pas 2 mois après, il y a plus rien, aucune séquelle. J'ai une cicatrice qui rejoint les 2 oreilles en fait, qui me parce qu'on m'a enlevé tous les ganglions et j'ai 50 agrafes qui reliaient ma tête à mon cou. Même la cicatrice, il faut vraiment être très proche de moi pour voir que voilà. Donc voilà, il y a tout ça, ok. Donc premier cancer, hop hop hop, et puis après ça, la vie continue. Je vais pas refaire toute l'histoire, mais la vie continue et là, ça s'arrête pas en fait. Euh, Taux de récupération hors norme, ok, on avance et là on s'aperçoit que on a des petits soucis. Enfin, on se dit ok, on fait un petit, ça va être avec mon mari. On se dit que ça va être cool, ça y est, tous les médecins me disent ok, enfin vu comment vous avez récupéré, enfin allez-y quoi, allez-y, en gros vous le méritez, limite s'ils me disent pas c'est la renaissance, feu quoi, que n'ayez plus peur, vivez quoi. Et là on tente le coup et on s'aperçoit que deuxième, que non, c'était pas fini et en fait on s'aperçoit qu'on a un souci d'infertilité et qu'il faudrait un miracle pour pouvoir faire cet enfant, voilà. Donc on se lance, on a connu ça aussi. Enfin, je veux dire, on se lance dans un parcours peu de temps après dans un parcours PMA, 2 FIV et enfin non, pas possible pour moi. Enfin, je vais pas vraiment rentrer dans les détails parce que c'est tellement. Donc il y a ça, hop, faut digérer le truc et on passe à autre chose. Et et puis en fait, ce que tu comprends pas. En gros, la vie, moi, je pense que en fait, c'est vraiment comme ça que je le pense. Tu arrives et ton chemin, il est déjà écrit. Tu es là pour quelque chose, ton chemin est déjà écrit. Et en fait, la vie, t'as plusieurs chemins pour y aller. La vie t'aiguille, tes guides, on va dire. Moi, j'appelle ça les guides, mais ils t'aiguillent et tant que tu comprends pas, tu continues. La porte reste fermée, en gros. Tant que tu comprends pas, elle reste fermée. Sauf qu'elle peut rester fermée un moment, mais tu peux aussi te faire très mal à te taper la tête dedans jusqu'à ce que tu comprennes. Et moi, c'est allé très loin. Et le premier coup, j'ai pas compris. Il y a eu cette FIV et là, bim, je me touche le cou parce que j'ai toujours quand même un peu ce traumatisme malgré tout. Je sais que ça se situera là si ça devait revenir. Je me touche le cou souvent pour voir si j'ai pas un ganglion et là je sens un truc. Je dis rien. Je laisse passer un jour ou deux et je sens. Et comme je connais très bien les ganglions, là où ils sont, comment ils sont, enfin, et là je sens une boule qui grossit en 2 jours, quoi.
Donc là, je décide d'en parler à mon mari et là, feu flamme, quoi. Tu te dis, ok, bon, bah c'est reparti. C'est quoi qui se passe? Et là, on fait tous les examens et il s'avère que c'est un cancer de la thyroïde. Qu'il faut m'enlever toute la thyroïde et en gros, je me suis pour le cancer de la langue, j'ai été suivie par les meilleurs, ORL, chirurgie maxillofaciale de Grenoble. Et là, pour le coup, ils décident, de la même équipe décide de me suivre en se disant on a déjà ouvert, on va voir. Et tout le monde me dit Géraldine, pump it up, tout va bien. Par rapport à ce que vous avez déjà vécu et tout, la thyroïde c'est pas grand chose. Sauf que je pesais 100 kilos à l'époque, déjà pratiquement 100 kilos, parce qu'il y avait ça aussi qu'il faut pas oublier. Hein. Le cancer de la langue, concrètement, j'ai pas perdu de poids. Hein. J'ai pas mangé pendant une semaine. J'ai pas perdu de poids. Hein. Ça m'a pas aidé à ce niveau-là. Et là, hop, ils me disent ça va passer crème. Et en fait, c'est pas passé crème. C'est pas passé crème dans le sens où ils m'opèrent. Tout va bien. On m'enlève la thyroïde et avant de refermer, on passe le monitoring, c'est-à-dire qu'on y passe l'appareil pour voir si les cordes vocales, si tous les nerfs sont bien nickel avant de refermer. Tout fonctionnait, tout allait bien. Il referme, mais sauf que moi, je me réveille en salle de réveil et je me rappelle de tout, c'est-à-dire que tout se met à sonner, je suis sur le brancard et j'entends des bip partout et tout, et la seule chose que je me rends compte tout de suite, parce que je sais où je suis, je sais tout, hein, je sais ce qui se passe et tout, c'est que je peux plus respirer. Et là, je sais pas comment j'ai fait, même eux s'interrogent, je me retrouve assise dans le lit, je ne peux plus respirer. Et dans un dernier souffle, je les vois tous arriver, ça s'agite, et là je leur dis, je vais mourir. Et là, plus rien. Et je me réveille. Et le souvenir que j'ai, c'est que je suis dans le lit d'hôpital et j'ai une trachéotomie. Et on m'explique qu'ils savent pas ce qui s'est passé, que tout fonctionnait. Et que quand je me suis réveillée, effectivement, je pouvais plus respirer parce que mes cordes vocales sont restées paralysées, n'ont plus voulu fonctionner. Et il faut savoir que les cordes vocales, ça t'aide à parler, mais ça t'aide à respirer avant tout. Et que les miennes sont restées paralysées, ouvertes. Et que quand les deux sont paralysées, si elles se referment pas et elles s'ouvrent pas, en fait, l'air ne passe pas et tu ne respires pas. Donc en gros, il s'en est fallu de 30 secondes. Ils m'ont posé, ils m'ont rendormi à l'arrache et ils m'ont posé une trachéotomie. Il s'en est fallu de rien, quoi. Et donc il y a eu ça. Et là, non seulement je peux plus manger, je peux plus boire, je peux plus parler, mais je peux plus respirer. C'est-à-dire que si on me l'enlève, je meurs. Donc ouais, c'est beaucoup de trucs où tu te dis, il y a un moment où il va quand même peut-être falloir que ça sorte. Mais sur le coup, j'ai de telles barrières et je suis tellement forte. Et j'ai développé une telle rigidité psychologique que je suis mais je suis j'ai développé et c'est le cas hein, en plus hein, vraiment c'est le cas j'ai développé une force mentale qui est hors norme et donc trachéotomie, tu te balades avec la trachéotomie c'est chaud quoi hein, parce que alors ce qui m'a aidé c'est que j'étais aide-soignante en soins palliaires hein. Donc des trachéotomisés, j'en ai aspiré, mais voilà. Et de me dire ok, je soigne Monsieur P qui est tétraplégique depuis des années, avec qui j'ai un lien qui est très fort. C'est quelqu'un qui est tétraplégique, qui bouge que la tête et que je ressens vraiment très fort. Et je me suis dit ok. Bon là j'avoue quand même. Il y avait pas de poignée à la fenêtre, mais s'il y en avait eu une, je sautais. Je l'avoue. C'était la seule fois.
ça m'était, je veux dire, le suicide, clairement, enfin, c'est pas le suicide de dire, c'est bon, il y a un moment, je m'amuse plus. Déjà petite, j'ai toujours vécu avec cette éventualité. La mort était une porte de sortie, en gros, une pote, que si vraiment, c'était trop dur, elle m'accueillait, quoi, et tout va bien. Donc j'avais aussi cette facilité là, ce rapport à la mort qui pour moi n'était pas du tout, ça me fait pas peur. Enfin, j'ai et puis les soins palliatifs, tout ça, j'avais suffisamment étudié le truc pour la mort, ok, ouais. Et du coup, enfin voilà, ce soir-là, je me retrouve toute seule, tout le monde s'en va. Le médecin qui est au pied de mon lit, qui pleure, qui est vert, qui a 65 ans passés, qui me dit mais là Géraldine, je comprends plus, je comprends pas ce qui s'est passé. Encore une fois, je voulais pas ça. Je voulais pas ça. Je voulais pas vous faire ça. Et moi, je peux pas parler. Je pleure et j'ai juste envie de lui dire, c'est pas de votre faute. C'est pas vous. Enfin, c'est limite moi qui allais le rassurer, quoi. Alors que, et donc voilà. Et en fait, je me retrouve toute seule. Et là, j'arrive je me rappelle, ça neigeait. Et j'arrive vers la fenêtre. Je suis au 8e étage à l'hôpital à Grenoble. Et là, je dis, ok, c'est bon. Non, mais là, faut pas déconner, quoi. Je veux dire, premier cancer, avec ce que j'avais déjà vécu à l'enfance, machin, enfin, c'est bon, quoi. À la limite, et à la limite, même pas, j'ai envie de dire, je me suis même jamais dit, choisissez quelqu'un d'autre, quoi. Je me disais, mais bon, putain, essayez de me la faire un peu moins, voilà, quoi. Et donc, il y a pas de poignée, aux fenêtres, dans les hôpitaux. Donc, bah, du coup, j'ai dit non, plan B, hein. Et j'ai pensé à Monsieur P, et je me suis dit, ok, lui, ça fait plus de 5 ans qu'il est comme ça, et il est là. Et si j'ai pu le faire pour lui, bah, je vais le faire pour moi. Et je vais me servir de sa force. Et il est peut-être passé pour ça dans ma vie aussi. C'est peut-être pour ça que tous les deux, c'est aussi fort. Et c'est lui qui m'a permis de tenir. Et le lendemain matin, je me réveille et je commence à m'aspirer. Je me suis dit, ok, bah, elle fait partie de moi. Elle m'aide à tenir, elle m'aide cette trachéotomie. Donc, ok, bah, je vais faire ce que je fais avec les autres, je vais le faire sur moi et basta, quoi. Et puis on verra bien, quoi. Et puis à chaque jour suffit sa peine. Et demain, si je suis encore là, ça ira encore mieux et on y va, quoi. Et du coup, bah, je garde cette trachéotomie au grand encore étonnement de tous. Au bout de 2 jours, on met une trachéotomie phonatoire parce que c'est hyper important pour moi de parler. C'est pas possible. Là, le plus dur, c'est de pas pouvoir vraiment parler. Et j'écrivais, mais je pouvais pas. Et bon, voilà. Et en fait, on met une trachéophonatoire. C'est super difficile. Je m'aspire plein de fois. C'est compliqué. Et je fais une séance d'hypnose et ok, je fais le job dans ma tête, je visualise que ça y est, j'ai mon petit vaisseau qui vient débloquer tout ça, elle fait partie de moi, je ressors et je mets un foulard et personne n'entend que j'ai une trachéotomie. Les médecins sont hallucinés. Je vais en visite et tout, il me passe la caméra dans le nez régulièrement pour voir si ça rebouge et là il me dit mais comment c'est possible? Mais Géraldine, je mets un foulard. Je n'ai jamais profité des caisses prioritaires. J'aurais pu, hein. J'avais juste à enlever mon foulard. Et en fait, personne ne le voit et ne l'entend, quoi. C'est comme si je parlais comme avant. Et j'ai une trachéotomie. Et en gros, voilà, en 5 mois, on s'aperçoit que mes cordes vocales rebougent une, puis l'autre. Et c'est reparti, quoi. Et c'est reparti jusqu'au 3e, parce que là, pour le coup, je commence à comprendre quand même qu'il y a peut-être des trucs qui sont chelous. Les gens autour commencent à me dire, mais Géraldine, tu te rends compte quand même de ton parcours, c'est pas normal de vivre ça. Les médecins me disent, les médecins en gros me lâchent, c'est-à-dire que je suis plus suivie. Après la trachéotomie, ils se sont tous dit c'est bon, la nana c'est Wolverine, elle s'auto-cicatrise, elle s'auto-guérit et comme on comprend rien de son parcours et que scientifiquement on peut pas expliquer ce qui se passe et que voilà, faites votre vie Géraldine. Et en fait, je suis la nana aujourd'hui qui a eu plein de trucs parce qu'en fait voilà, il y a eu aussi un 3e truc,
il y a quelques années, en fait, j'ai mal au ventre et je l'ai consulté parce que effectivement, je m'affole pas tout de suite parce que la douleur et moi, ça fait deux et qu'avant que j'ai vraiment mal, faut y aller. Et en fait, je m'affole quand mes selles sont décolorées et je me dis là, il y a un truc au niveau du foie. Et je fais les examens et là tout le monde panique. Les médecins arrivent aux urgences en me disant OK, on vous garde et je retourne en oncologie et je comprends rien de ce qui se passe. Je me retrouve dans une chambre en cancéro avec une dame à côté de moi et je me revois. Cancer de la langue et je me revois. Et là, trop de trucs. Et là, je me dis non, stop, quoi. Faut arrêter les conneries. C'est quoi ce délire Et on me détecte 6 taches sur le foie, on voit plus mon foie. Et là, tu te dis mais non. Mais là, c'est plus possible, quoi. On m'avait dit que ça restait là, moi, que ça descendait pas. Donc là, c'est le foie. C'est quoi le délire C'est quoi ce délire Et en fait, ça c'est le truc le plus voilà. Et en fait, la première nuit, je vomis toute la nuit du sang. Les infirmières savent plus quoi faire. Et je passe ma nuit assise dans le lit à pactiser. Je sais pas avec qui. En fait, à dire à mes guides que là, ça suffit, que c'est au-delà, que c'est bon, j'ai compris. C'est bon, c'est bon. Et en fait, vraiment, hein, et je dis ok, c'est bon, j'ai compris, je vais m'occuper de moi. Je sais pas comment, mais c'est bon, j'ai compris. J'ai compris là, ça va, putain. Sauvez-moi la vie encore une fois. Sauvez-moi, ou alors vous me tuez tout de suite. On en finit tout de suite. Je veux plus souffrir. Là, c'est bon, je le supporterai plus et tout. Et arrive ce qui arrive, au moment de ponctionner mon foie, eh ben tout le monde s'affole de nouveau. Ils font l'écho pour savoir où faut taper avec l'aiguille. Et là, tout le monde s'arrête et me dit, ma Géraldine, là on comprend plus. Je dis qu'est-ce qui se passe? Je flippe. Je dis ça y est, qu'est-ce qu'il y a? J'ai un cancer, ça y est, c'est sûr. Et là ils me disent non, il y a plus rien. Et en fait, je regarde leurs yeux et tout a disparu. Et je fais des tonnes d'examens derrière, IRM et tout tout a disparu. Et donc aujourd'hui, effectivement, je suis la nana qui a eu tout ça et qui n'est suivie par aucun médecin. Tous ceux avec qui j'en ai parlé ont lâché le truc, savent pas. Donc moi, je suis allée chercher parce qu'effectivement, voilà. Et oui, en fait, mon parcours, c'est vraiment de dire, c'est l'émotion. Tout part d'une émotion. Tout part d'une émotion. C'est de dire que ouais, c'est pas une légende. J'en suis la preuve vivante, heureusement, que si vous ne soignez pas votre âme, c'est votre corps qui crie. Et qu'il faut pas attendre que votre corps il hurle, quoi. Et que ouais, et c'est pour ça que j'accompagne aujourd'hui. Enfin, c'est de dire, moi, je suis convaincue que il y a des choses qui peuvent être évitées. Clairement, moi, c'est pas anodin si ça reste, si tout est resté au niveau ORL. J'ai grandi dans le secret. J'ai étouffé mes émotions, je les ai mangées, je les ai. Enfin, et le constat, c'est de dire aussi que clairement, alors c'est une expression, mais c'est la mienne qui plaît pas à tout le monde, mais et c'est de dire aussi que ceux qui en ont
Ceux qu'on en chié le plus dans cette vie, c'est les crèves la dalle. C'est ceux qui crèvent le plus la dalle, mais pas de bouffe d'amour. Moi, j'ai fait que remplir ça. Je veux dire le poids. J'ai tout connu. Je veux dire, j'ai la drogue. J'ai rempli avec tout ce que je pouvais. Hein. Alors que tout part d'une émotion. Quoi. À la Un grand base. manque d'amour, ouais. Évidemment. Enfin, je veux dire, moi, j'ai pas eu d'enfant. Aujourd'hui, ce qui a pu être une souffrance à l'époque, l'est vraiment plus. Aujourd'hui, il n'y a pas de hasard et aujourd'hui, j'accompagne les enfants des autres, donc tout va bien. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai pas donné la vie, je l'accompagne, mais j'ai pas donné la vie. Je voudrais juste que je vais pas me faire des copines. Hein. Mais s'il vous plaît, les filles, s'il vous plaît, avant, avant de donner vie, juste interrogez-vous sur vous d'abord. Juste ça. Si vous déjà, vous trouvez que cette vie est dégueulasse ou que vous trouvez que cette vie est difficile, faites déjà le job sur vous. Parce que pour moi, quand la maman quand ta mère te met au monde, elle te fait une promesse, quoi. Mais elle te fait une promesse d'une vie digne, quoi, d'une vie qui vaut le coup, quoi. Sinon, putain, je sais pas, t'as pas envie de faire connaître la merde à tes gamins. Enfin, si toi déjà tu considères que la vie c'est difficile, que tous les jours t'es dans ce truc, c'est comme ça que j'ai grandi, hein, avec un père qui, oh là là, mais enfin concrètement, mais tu vends pas du rêve, quoi. Pourquoi si toi déjà tu trouves que franchement c'est pas beau, pourquoi t'as envie de le faire vivre aux autres, quoi. C'est un peu ça, quoi. C'est de dire donner la vie, c'est pas un droit, hein. C'est un choix. C'est un choix. Et et que et qu'il faut pas attendre que l'enfant soit le remède. Enfin, il faut déjà s'être soigné quand même un peu avant. On peut pas faire porter ça à des gamins. Quoi. Enfin, c'est dramatique derrière, quoi. Concrètement, enfin moi je me dis, mes parents ont eu la chance que je sois costaud. Hein. Bon, je pense qu'ils m'avaient préparé aussi. Hein. Ça, je dois bien admettre que voilà. Mais de dire accompagner vraiment les émotions, quoi. Accompagner et même arriver même au grand, vraiment vraiment accompagner vos émotions. Parce que même arriver même grand, on peut faire vachement de mal. Moi, je sais que encore, mais il y a quelques jours, je me suis pris un truc dans les dents. Waouh, limite diffamatoire quand même sur LinkedIn comme ça. Un truc qui est tombé, mais et c'est de dire ok quoi. Ouais, faut accompagner. Faut vraiment. Ça révèle une telle rigidité d'esprit en fait. Le jugement, c'est une rigidité de l'esprit, tu vois. Tout le mal que tu fais à l'autre, finalement, c'est juste une rigidité de l'esprit. C'est ce que c'est ce que toi, c'est les protections que tu t'es construite en fait, hein, autour de vraiment dans ta tête pour t'empêcher de ressentir et de. Euh, ouais, mais non, parce que pour le coup. Parce que pour le coup, ouais, enfin, tout part de l'émotion. Enfin, il faut les gens qui sont pas au clair avec leurs émotions. Enfin, franchement, ça peut être dramatique. Hein. Ils peuvent te faire vachement de mal et on peut faire vachement de mal hein, sans le vouloir. Hein. Mais je pense que vraiment ce job faut le faire quoi, parce que et et euh, et puis l'émotion, c'est toi, c'est ce Et qui, c'est la vie quoi.
Et d'où le métier du coaching aussi, pour justement accompagner ces émotions dès le plus jeune âge, et puis pour les adultes qui n'ont pas eu cette chance-là, parce que comme tu dis, tout part d'une émotion et ça vient ensuite se cristalliser dans le corps et ça peut créer autant de choses que tu as vécues et qui déjà c'est merci pour ton partage et quelle résilience, c'est très fort de pouvoir arriver à ça. Et puis j'aime aussi ce côté, bah oui, il y a autre chose qui nous entoure et à des moments on peut avoir des guérisons qui sont incroyables. C'est c'est l'invisible, c'est ce en quoi je crois moi, donc ça fait du bien d'entendre des partages comme ça. Mais moi ce que je voulais savoir c'est que après cette troisième étape où là vraiment c'est bon, j'ai compris, stop, j'en ai marre, ok, je change. Qu'est-ce que tu as fait pour changer une fois que tu as eu ce coup de pouce là de ok, on te sauve une troisième fois? Eh bien, pour le coup, j'avais déjà fait une psychanalyse pendant 5 ans après mon cancer de la langue. Et maintenant, quand je fais la rétrospective, ça me fait marrer parce qu'effectivement, elle avait raison. C'est-à-dire que ça a fini où elle m'a dit, en plus une psychiatre de renom, hein, elle m'a dit, Géraldine, on va arrêter, hein. On va arrêter parce que vous avez tout bien rangé. Les classeurs sont super bien rangés, vous avez tout bien analysé, vous avez pardonné à vos parents, c'est génial. Sauf que si vous voulez qu'on avance et que qu'on aille vraiment sur qui vous êtes vous et voir un peu, il va falloir déranger. Et en fait, non, parce que moi j'étais convaincue que non, j'avais pardonné, tout va bien, ils avaient fait ce qu'ils pouvaient, puis j'avais pas envie de les trahir, et puis c'est pas bien, on fait pas ça à ses parents, et puis de toute façon, tout le monde fait ce qu'il peut, enfin voilà. Donc la psychanalyse, ok, très bien, c'est elle qui m'a dit on va arrêter, ok, bon ben on arrête, et ouais, j'ai continué comme ça, et après là, après le foie, je me suis dit ok, ouais, effectivement il y a un truc. Mais c'est encore pas, c'était pas encore très clair quoi. En plus, sachant que si on considère que depuis que je suis toute gamine, je cherche le chamanisme. Moi, je m'y suis interrogée très vite sur le monde invisible. Ouais, la psychologie, l'humain. De toute façon, ça a été mon intérêt restreint très vite. Et euh, et pour le coup. Et pour le coup, déjà, j'ai décidé de changer de job, de plus être dans la mort, déjà, de plus accompagner finalement les gens en fin de vie. Mais donc, j'ai décidé de plus m'orienter vers le médico-social que le médical, en fait. J'en avais un peu ras-le-bol des soins. Je voilà, enfin, ça commençait à être lourd, hein. Parce que je le vivais aussi sur moi, donc il y a un moment, enfin, tant que je quittais plus le cancer, je quittais plus tout ça, ça devenait lourd. Donc je me suis orientée vers le handicap. Enfin, j'étais soignante avec des personnes polyhandicapées et euh, et euh, et du coup là pareil, j'ai commencé à cheminer sur là pareil quoi, polyhandicapé, c'est-à-dire que bah je vais pas mentir, hein, tu t'interroges parce que vraiment là du très lourd, hein, c'était vraiment très lourd et de te dire ok, mais qu'est-ce qu'on fait là en fait. euh, Moi j'ai toujours prôné la fin de vie dans la dignité, contre l'euthanasie, le suicide assisté contre aussi, enfin à me dire on peut vivre digne jusqu'au bout, on a les méthodes aujourd'hui, enfin respecter la vie, mais et dans tout ce qu'on a à vivre et jusqu'au dernier souffle, voilà. Et là aussi de t'interroger et de dire mais ok quoi. Et eux, enfin, et qu'est-ce qui se passe là? C'est à quoi ils servent en fait? À quoi elle sert cette vie? Enfin vraiment, hein, parce que là c'était, il y a pas de jugement, hein, on est dans le, enfin, je veux dire, il y a très peu de mouvement, il y a pas de parole, il y a rien, hein, et euh, et dire mais et de voir la souffrance des gens autour qui subissent, hein. Et donc ouais, je chemine et tout ça, et en fait.
Et en fait, je pense que j'ai vraiment compris que, en fait, j'avais pas vraiment fait le job. J'avais survolé quand j'ai décidé d'être coach. Là, je me suis dit, ok, mais si tu décides d'être coach, il va falloir être au clair avec ce que tu es et qui tu es. Et je savais, hein, j'ai bien vu même au boulot qu'émotionnellement, j'étais pas au clair, que je réagissais, c'était toujours l'ego. Alors même si moi, mon ego, il m'a permis de survivre, hein, clairement, hein, c'est ce qui m'a permis, mon ego, de me respecter quand même, hein, d'avoir un minimum de respect pour moi. Donc il était, enfin voilà, mais quand même, et du coup, bah voilà, je décide de faire de la PNL. En me disant on va aller taper dans le lourd tout de suite. Je suis convaincu qu'il y a quand même des trucs qui ont été programmés dans ma tête et que je me suis fait que je me suis monté mes propres programmes et peut-être qu'effectivement il serait peut-être temps d'aller déprogrammer tout ça, quoi. Ou voir quelle connexion j'ai fait, comment j'ai fait déjà pour me sortir de tout ça, quoi. Et donc et je savais, hein. Mais je savais que je jouerais le jeu, que même si ça devait faire très mal, j'y allais, quoi. Et du coup, PNL, quoi. Et très vite, je m'aperçois que par rapport à toute la promo, je suis en vrac. Que je ressens tout, mais voilà. Que quand on fait les exercices, les protocoles, et que c'est moi qui me fais coacher, mais personne veut me coacher, en fait. Personne ne veut me coacher sur les exercices. Parce que je revis le truc, j'y suis, quoi, et je mets tout le monde en vrac. Je mets tout le monde en vrac à chaque fois. Tout le monde pleure dès que j'ouvre la bouche, dès que j'interviens, et je sens bien que je suis pas, que je suis en décalage là aussi, quoi. Et là, le truc, c'est que t'es quand même dans une école pour être coach, quoi. Donc là aussi, je cadre pas, quoi. Et du coup, enfin voilà, et c'est la PNL, quoi. Et là, je rencontre un coach en PNL qui est devenu un ami aujourd'hui, et on décide de faire le job, quoi. Avec sa femme qui est hypnothérapeute, et ils coachent tous les deux. Et moi en plus qui avait un truc à travailler sur ma féminité et tout, qui est vraiment une défiance vis-à-vis des femmes. Parce que concrètement, c'est celles qui m'ont fait le plus de mal, hein, depuis que je suis née, hein, pour moi, voilà. Et du coup, je trouvais ça intéressant de me faire accompagner par les deux, et on y va, quoi. Et puis après, il s'est encore passé des choses. Enfin voilà, première séance d'hypnose pour aller retrouver mon enfant intérieur. Je fais une transe. Voilà. Ils ont jamais vu ça. Et là, voilà, tout arrive. Et finalement de me dire que je le savais depuis le début, sauf que c'était pas possible, je pouvais pas, enfin, c'était possible pour les autres, mais pas pour moi, quoi. Et aujourd'hui, ça l'est pour moi. Et du coup, aujourd'hui, fin de thérapie, c'est l'écriture de mon histoire. Je décide, au vu des infos que j'ai eues, des liens que j'ai faits, de ce que je deviens, et je me dis ok, ben non, en fait, ils ont raison, peut-être faut que je parle, quoi. Peut-être qu'il faut que je raconte, et que c'est pas manquer d'humilité, et c'est juste dire ok, moi j'ai besoin de le poser, j'ai besoin de le dire. Oui, c'est ma légitimité. C'est aussi ce qui légitimise finalement le fait que je sois coach. C'est-à-dire que j'ai pas de certif. Ma légitimité d'être coach, c'est mon parcours. Euh, j'ai traversé. Et pour le coup de me dire
Je vais pas dire à tous mes voyageurs pump it up, tout est possible, vous allez développer une force mentale comme la mienne, vous n'allez plus ressentir de douleur, vous allez vous cicatriser. Non, je pense que non, parce que ce serait, là pour le coup non. En revanche, je dirais juste que on se rend pas compte à quel point on est capable de se mentir. Et c'est ce que je dis à mes voyageurs, en fait. C'est de dire, moi, je vous demande pas de faire, je vais vous accompagner à être, pas à faire, à être, et de leur dire, il y a deux options. Il y a le message conscient, il y a le mensonge conscient, et il y a le mensonge inconscient. J'accompagne je vais accompagner vos mensonges inconscients pour que vous en preniez conscience. En revanche, ne me mentez pas. Là, je parle de mensonges conscients, parce que là, vous perdez du temps. Je suis capable de tout recevoir, de tout entendre, sans jugement. Donc voilà. Moi, je vous accompagne juste à découvrir quel mensonge inconscient vous vous êtes monté, quoi. Comment vous mentez à votre âme. Et ça, vous pouvez pas le savoir. En revanche, dans ce que vous me dites, moi, je prends ce que vous me dites. Hein. Donc, si vous pipotez, vous vous inventez une vie ou quoi, ouais, je vais le sentir. En revanche, je vais le sentir. Donc, voilà. Mais c'est ça, en fait. Et tu sais, juste pour en revenir à un truc ce matin, sachant qu'on allait discuter, je m'interrogeais sur un truc et aujourd'hui, je fais vraiment très attention à ça parce que je sais aujourd'hui que j'ai le don de clairvoyance aussi et que ce que je considérais comme des intuitions et qui me faisaient peur, aujourd'hui je le sais. Et en repensant à ce qu'on allait se dire cet après-midi, cette notion de coaching et qui je suis finalement comme coach, qui je suis, j'ai eu une vision, j'ai eu une image et qui m'a ramené à quand j'étais en maternelle, gamine. De la maîtresse qui me mettait toujours dans ce qu'on appelait le cabinet noir. Et je me suis revue dans cette pièce, dans le noir. Et en fait, elle nous mettait dans cette pièce à chaque fois qu'on parlait trop ou que voilà. Sauf qu'on restait dans le noir. Jusqu'au jour où, comme moi, je suis celle qui allait le plus souvent, je trouve l'interrupteur. J'ai quand même j'avais 4-5 ans, de passer ma main et pour trouver l'interrupteur. Et je trouve l'interrupteur, si bien que moi, après, je faisais tout pour y aller dans le cabinet noir. Et j'avais donné le truc à tout le monde en disant, mais non, faut plus avoir peur. Vous faites comme ça, vous regardez derrière l'étagère, là, vous passez votre main et bim, il y a la lumière. Et du coup, j'avais sauvé tout le monde. Et en gros, en fait, c'est ça que je suis. L'image, c'est celle-là. Et je me suis dit, en fait, le rapport, il est là. L'image, c'est que moi, j'accompagne mes voyageurs, j'accompagne les personnes qui viennent vers moi sur le chemin, je leur indique juste où sont les interrupteurs. Pour qu'ils n'avancent, ils savent voilà. Je leur indique juste où se trouve la lumière. Ils veulent allumer, ils allument. Ouais, c'est ça. Ce qui veut pas dire qu'ils vont pas avancer. Ce qui veut dire qu'ils vont quand même, s'ils décident de pas l'allumer, celui-là, ok, tout va bien, t'allumeras le prochain. Si t'aimes bien avancer dans le noir, moi, en revanche, je n'allume pas l'interrupteur pour eux, quoi. Mais je leur montre. J'aime beaucoup cette image, ouais. J'aime beaucoup cette image parce qu'effectivement, c'est toi à la responsabilité, la personne, je veux dire, qui a d'appuyer sur l'interrupteur ou pas. Toi, tu peux le montrer, mais ensuite, la personne fait son libre arbitre, quoi. C'est son choix de le faire. Et elle est géniale, cette histoire. C'est vraiment fou. Et très, très symbolique, très clair. On a dépassé, on a 1h30, hein, mais. Ouais.
On J'ai fait même une heure pas d'habitude, mais j'ai regardé. déjà fait une heure. T'inquiète. Non, non, mais t'inquiète, c'est là, c'est au service aussi. Moi, je fais confiance à la vie pour tout ça. Moi, je reconnectais à ça. On va après pas tarder à terminer. Je te poserai une autre question par les cartes pour faire refermer le champ. Mais ce qui est génial, c'est que dans ton parcours, on a appris énormément. C'est très riche et on voit l'importance du travail émotionnel. On voit tout ce que le corps peut nous dire et hurler, comme tu disais, sans que jamais. Toi, t'avais évidemment tout coupé depuis ce que t'as connu dans l'enfance. T'étais là pour vivre ça, mais qu'est-ce que tu te dis que cette vieille âme dont tu parlais au départ, qui est venue s'incarner aujourd'hui en toi, qu'est-ce qu'elle est venue apprendre? C'est quoi le message que toi tu résumerais de tout ce que tu as vécu, appris, intégré, transformé, ce que tu as comme maturité aujourd'hui, d'avoir le recul sur tout ça? Elle est venue s'incarner pourquoi, cette vieille âme, selon toi? Euh, Moi, je crois que, en tout cas, les retours que j'ai, c'est pour ça que je serai là, a priori. Je suis une messagère, en fait. Euh, euh, je suis là pour dire que déjà que seul on n'est personne. Moi, j'ai longtemps cru que seul on n'était rien. Et en fait, non. Seul on n'est pas rien. Je ne suis pas rien parce que je suis toute seule. Enfin, ce que je veux dire, c'est que j'arrive à m'accomplir, voilà. En revanche, seul on n'est personne. Et qu'on s'en fout du faire. Fait, le faire finalement, c'est le modèle du monde de chacun, et que chaque intention est positive pour soi d'abord. Moi, je considère que tu ne fais pas les choses pour le mal concrètement, et du coup, ouais, juste faire passer, enfin, c'est ce message-là, c'est de dire, on est que des êtres humains, quoi, et je crois que le plus important pour moi, c'est la dignité vraiment, quoi. C'est ce qui fait c'est ce qui fait qu'on est humain, quoi. Le fait de rester digne, quoi. Et le fait euh, ouais, j'aurais toujours du mal avec ce truc de laisser les gens sur le côté, quoi. De l'autre, c'est moi, quoi. Concrètement, et on a tous les mêmes besoins. Concrètement, c'est ça, en fait. Quand si déjà, en fait, la vérité absolue, je pense que c'est ça, c'est que avant d'être Julien et avant d'être coach et qu'on soit là tous les deux à discuter entre coach ou quoi, enfin concrètement, on s'en fout. Concrètement, on s'en fout. C'est une âme qui discute avec une autre âme, voilà. Et c'est de dire on s'en tape du faire, on s'en tape de ce qui est important, c'est ce que tu es, et et le faire, c'est ensemble. Ce qu'on est, c'est voilà, je suis, tu es. Le faire, c'est ensemble, mais c'est dire avant, mais avant d'être Julien, avant d'être coach, avant d'être ton mari, avant d'être ton fils, avant d'être ta fille. Non, c'est un être humain. C'est un être humain. Et c'est aussi ce que je voudrais dire à ses parents, là, enfin, à tous c'est de dire, mais non, 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 c'est pas votre fils, c'est pas votre fille. On vous l'a confié. On vous l'a confié pour le faire grandir. On vous l'a confié. C'est comme une petite graine dans un pot. Vous allez mettre la petite graine dans le pot. Assurez-vous que la terre, elle soit fertile, le terrain, il soit le plus propice possible pour que cette putain de graine là, elle grandisse et c'est juste ça. Mais c'est pas votre fils, c'est pas votre fille, c'est pas votre mari, c'est pas votre femme, c'est pas votre pote, c'est pas votre frère, c'est un être humain. Ni plus ni moins. Et que, ben non, c'est pas parce que c'est ton père ou ta mère qu'il est obligé d'être parfait, et non, descends-le de son piédestal. Non, non, non.
et que c'est ton frère, il est obligé de t'aimer et tout. Non, 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 non. Il y a rien qui, non, c'est un être humain. Moi, c'est ça que je voudrais dire. C'est ça que je voudrais que vraiment les gens entendent, quoi. Non, non, non. Je veux dire, et cette notion d'appartenance, mon mari, mon fils, ma fille, non, non. Mais qu'en revanche, on a tous cette capacité de prendre soin des vies, quoi. Et qu'il en va de notre dignité. Il en va de notre dignité. Et merci pour ce message. Et puis moi, j'entends aussi, on est aussi en... j'ai pas envie de dire en devoir, mais c'est tellement important de prendre soin de soi et de ses émotions, parce que toi, t'as beaucoup pris soin de l'autre tout le long de ta vie, dès ton incarnation, dès ton arrivée sur Terre, avant enfin de t'occuper de toi vraiment, dire ok, cette fois, je vais aller m'occuper de vraiment des ombres et de tout ce qu'il y a au fond, de tout ce truc que je voulais pas voir, et puis pour moi, enfin me libérer et être en équilibre. Moi, j'ai eu de la chance, Julien. Je voudrais le dire quand même. Je suis pas convaincue. Moi, j'ai encore une amie qui est partie d'un cancer du sein. J'étais la première à lui dire, Sandrine, tout va bien se passer. Regarde-moi, quoi. Non, elle est morte. Je pense qu'on n'a pas tous la même. C'est ça que je voudrais dire. En revanche, pas tout le monde est comme moi. Et c'est ça. Je souhaite à personne ce que j'ai traversé. Et j'ai eu du bol. J'ai eu du bol. C'est ça aussi. N'attendez pas. Oui. Mais en fait, c'est ça que j'entends aussi. Voilà. Toi, t'es justement là pour dire, ok, j'ai été dans le noir et j'ai trouvé la lumière. N'attendez pas de fouiller dans le noir pendant, voilà, et souffrir et d'aller vraiment très loin et d'aller peut-être en mourir. Allumez la lumière plus tôt, en fait, quoi. Ouais. Appuyez sur l'interrupteur plus tôt, quoi. Faut demander de l'aide. Ouais. Vraiment, vraiment, vraiment. C'est clair. C'est clair. Merci beaucoup Géraldine. Je serais curieux là de voir les cartes que tu as tirées avant de faire... tu te rappelles, tu m'as dit ça. Ouais. Donc je serais curieux de voir ce que tu as tiré. Puis après, je te proposerai de tirer une dernière carte pour ouvrir le champ de cette interview hors norme et atypique comme toi et comme chacun et chacune de nous. Je vous le souhaite d'être aussi vous-même autant que l'est aussi Géraldine, parce que c'est génial de pouvoir s'exprimer tel que l'on est et d'avoir voilà cette originalité dans cet épisode numéro 15 qui ne ressemble à aucun autre, et ça j'adore. Alors du coup, effectivement, ce matin, je fais toujours un petit tirage comme ça quand il va se passer des choses dans ma journée, une nouvelle rencontre ou voilà, et un nouvel accompagnement, ou pour savoir un peu comment. Et pour le coup, donc j'ai fait un tirage pour toi. Et j'ai tiré 7 cartes. Alors on va pas bien voir, mais alors vas-y, mets-la plus devant toi, voilà, juste devant, et recule un tout petit peu, hop, et descend un tout petit peu et on est bon. Okay. Nickel. Alors moi, c'est encore un peu là, parce que le truc est en train d'uploader en même temps, donc j'ai pas la méga qualité, je vois un peu. Je vais lire, en fait, c'est la carte de l'archange Jophiel, qui dit: sortez, prenez l'air frais et entrez en contact avec la nature pour vous libérer du stress et obtenir des idées nouvelles et créatives. Voilà. Et la deuxième, alors c'est assez marrant. Et la deuxième, c'est potentiel créatif. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Voilà. Et je me disais que comme je venais de lire ta newsletter il y avait quelques jours, enfin il y a et que j'ai vu que vraiment tu disais que t'étais plein d'idées, que et je trouvais que c'était voilà. C'est génial. Et du coup, voilà, et j'adore parce que tout de suite. Ouais. Et j'ai fait un tirage merci pour moi. Pour ce tirage, et parce que ça me parle tout de suite. Et c'était quoi le tirage pour toi? Et du coup, par rapport à nous, et du coup, c'était faites appel à moi, c'était l'archange Métatron. Faites appel à moi pour purifier et ouvrir vos chakras à l'aide de formes géométriques sacrées. Après, il faudrait lire plus dans le détail. Et en fait, l'autre, c'était la bienveillance. Sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui.
quelqu'un a besoin de ton amour, une seule pensée d'amour lui suffira. Voilà. Génial. Trop bien. J'adore. Merci beaucoup pour tes partages, Géraldine. Et ça me donne envie, je me disais là après aussi, quand t'as nommé la première carte, ouais, d'aller en nature, d'aller me déconnecter. Ouais. Moi, ça me recharge aussi énormément. Il faut que j'y pense à le faire tous les jours. Enfin, que je me mette en action tous les jours à aller sortir de ça parce que c'est tellement important. Puis, en plus, toutes les idées sont là. Il y a juste à laisser de la place, elles arrivent. C'est tellement magique. C'est vraiment ça, c'est exactement ces deux cartes. Comment on termine alors cette interview par un mot ou une question des cartes pour toi, Géraldine? Une question, allez. Allez, merci chère carte de nous donner une question, nous offrir une question pour Géraldine et la fin de cet épisode. Tu me dis stop quand tu veux. Stop. La question est, qu'est-ce qui marche bien pour toi, Géraldine? Qu'est-ce qui marche bien pour moi? L'amour. L'amour. Tout ce qui est fait par amour est bien fait. Et vraiment, je suis vraiment sur ce chemin-là aujourd'hui plus que jamais. Et du coup, et je trouve que la vie m'aime encore plus. Alors, plus je l'aime, plus elle m'aime. Et du coup, et du coup, voilà. Et que je préférerais toujours le chemin que je fais aujourd'hui avec mes émotions que le chemin que je faisais hier avec mes douleurs et voilà et mes ténèbres. Mais du coup voilà. Très bien. Bah merci beaucoup Géraldine, je trouve ça très chouette aussi l'amour effectivement. Merci et à toi. Ça résonne fort avec un partage ce matin aussi d'une personne que j'avais eu en interview, que j'avais déjà coaché et qui a fait son premier pas à prendre à montrer sa photo sur son compte Instagram et je disais vraiment ça, c'est plus on se montre, plus on s'accepte tel que l'on est, plus on s'envoie de l'amour, plus on en reçoit en retour de l'univers parce qu'on se sent complet, on se sent aimé par soi et donc autour de nous bah ça change notre réalité. Elle a reçu des tonnes de commentaires, elle a reçu plein d'amour en fait parce qu'évidemment elle s'en est offert en premier, donc c'est hyper important d'avoir conscience de ça. Ce qui se passe en vous c'est le reflet de ce qui se passe à l'extérieur de vous, donc vous pouvez avoir une influence sur ça au quotidien. Merci beaucoup Géraldine. Comment tu repars de cette émission, de cet épisode? En fait je me dis qu'un peu flippé au début, voilà, quand même ému. Je veux dire, j'ai les mains qui, enfin voilà. Mais c'est normal. Du coup, c'est le cœur et voilà. Mais vraiment, enfin, je me sens vraiment bien. Ouais, je le dis. Tu dégages une énergie avec laquelle je me sens bien. Et merci et vraiment et la vie aussi là pour le coup a fait une belle surprise parce que ça aurait peut-être pas été aussi facile pour moi avec quelqu'un d'autre et du coup la vie a fait le bon choix avec voilà en nous mettant sur le chemin et tu vois, j'ai été hésitante, c'était un peu ça l'histoire de notre rencontre quand même. Enfin, c'est toi au début qui est venu quand même me chercher, me dire mais Géraldine, et mettre des trucs en place et je suis restée très sur la réserve. Mais bon, j'étais aussi sur ce chemin où j'étais pas super bien. Enfin voilà. Et du coup, je suis revenue. Et en même temps, c'est que t'es pas sorti de ma tête et que t'es resté dans un coin en fait. Donc ouais, c'est chouette et je me remercie aussi d'être venu vers toi, du coup. Je me dis que voilà.
Moi, je te remercie aussi, voilà, effectivement, puis de faire ce pas, d'être interviewé, de parler avec grande authenticité en étant filmé, même si tu le fais par l'écrit. Là, c'est une autre étape. Je sais que moi, je la facilite grandement cette étape parce que j'en suis en abondance, je l'ai vécu et je la transmets. Puis, je crée ce truc sécurisant qui nous permet de nous déposer. Puis, moi, des fois, en coaching, on me lâche des trucs. Les personnes s'attendent même pas à parler de ce qu'elles ont à parler, à dire, mais ça leur fait un bien fou. Donc ça, c'est mon talent. Et donc, je suis très content de permettre ça aussi. Et puis moi, je fais confiance à la vie, le tempo divin. Donc effectivement, pour envoyer des messages où les personnes peuvent être un peu là, puis quelques années, peut-être plus tard, elles reviennent. Et puis c'était le bon moment parce que tout est juste en fait si on fait vraiment confiance à ça et qu'on fait avec un espace de cœur, d'amour, et que du coup, voilà, on est au service de soi aussi. Donc on fait confiance quoi. Génial. Eh bien, merci beaucoup Géraldine. Je te dis à très bientôt. Je vous mettrai je vous mettrai dans la description où vous pouvez la retrouver. Donc, il y a un livre en préparation, à ce qu'on a compris. Et vous pouvez la suivre sur LinkedIn. Elle communique tous les jours dessus. C'est hyper intéressant. Et puis, voilà, quoi, continuez à nous suivre. Je vous souhaite une excellente soirée, nuit, journée. Je ne sais pas où vous en êtes à l'écoute et à la visualisation de cet épisode. Mais en tout cas, je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout. Mettez des commentaires, envoyez-nous de l'amour. On vous en envoie aussi. Puis, on vous souhaite une excellente journée, continuation. Et plein d'amour. À bientôt. À bientôt.